Europe Midi. Romain Desarbres. Il est midi 21, Europe Midi. Vous avez la parole tous les jours entre midi et 13h sur Europe 1. Est-ce que vous estimez qu'il faut arrêter d'acheter du pétrole et du gaz russe? Auquel cas, le prix de notre plein d'essence, de notre plein de cuves de fuel ou de notre facture de gaz augmenterait encore plus. On en parle avec vous au 39-21 et avec Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse, et David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Et puis vous pouvez également débattre sur Twitter Space pour ceux qui savent de quoi je parle. Othmane Nasrou, tiens, je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut arrêter d'acheter du pétrole et du gaz russe? C'est un sacré moyen de pression sur la Russie de Vladimir Poutine, mais on le paierait cher. On le paierait cher, on voit que les prix sont en train de s'envoler et je crains malheureusement que ce ne soit que le début. Il faut imaginer ce que cette décision pourrait coûter aux Français en termes de prix. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des prix qui pourraient doubler très rapidement si on prenait une telle décision. Et il faut voir à quel point ce serait un moyen de pression. Un choc de prix. Oui, bien sûr. Et en plus, les Russes ont d'autres clients, même si l'Europe est un client important. De toute façon, c'est une décision qui ne pourrait être prise que dans un consensus européen, parce que c'est pas la France à elle seule qui pourrait peser suffisamment. Nous n'avons que 17% de notre consommation de gaz qui vient de la Russie. Mais je vois que les Allemands, ils sont totalement opposés, parce qu'ils ont choisi... Ils sont plus dépendants que nous, oui. À 65%, tout à fait, à plus de 50%. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, cette décision n'est pas prête d'être prise, et je crois que ce n'est pas plus mal. La réalité, c'est que nous avons sacrifié la filière nucléaire depuis 10 ans maintenant, et qu'on voit aujourd'hui qu'on en paye le prix, parce que nous ne nous sommes pas donné les moyens de notre indépendance énergétique, et c'est un des principaux échecs d'Emmanuel Macron. David Guiraud, à la France Insoumise, qu'est-ce qu'on en dit? On continue à acheter du pétrole et du gaz aux Russes ou pas? Non, mais la question, c'est qui paye l'effort? Là, j'ai entendu il y a quelques minutes le ministre de l'économie appelle les Français à faire des efforts pour ménager leur consommation d'énergie. C'est quand même un peu curieux parce que c'est juste une semaine après nous avoir dit qu'on faisait une guerre économique totale avec les Russes et que le but c'était de mettre l'économie russe à terre. Je trouve ça un peu... Alors Bruno Le Maire est revenu sur son expression. Oui, oui, il est revenu dessus. Ouais. Ça vous a pas échappé. Oui, mais par contre, c'est toujours les Français qui payent. C'est-à-dire que moi, vous savez, les gens qui appellent à faire la guerre en permanence, moi, ce que je me demande, c'est qui c'est qui meurt, quoi, hein, et qui c'est qui en bave. Aujourd'hui, ce qui se passe... Non, mais la question, elle est très claire. Ouais. Elle est fille, France Insoumise, on continue à acheter du pétrole russe ou pas? Ou est-ce que ça vous pose un problème au vu de ce qui se passe en Ukraine? La question est très simple. Depuis le début, non, mais on a répondu de manière très claire depuis le début. On est pour que la solution soit diplomatique. D'un point de vue économique, nos économies sont tellement liées que si on a des sanctions économiques, nous ne sommes pas contre toutes les sanctions économiques dans l'absolu, mais on voit qui c'est qui paye. Non, mais qui c'est qui paye? Parce que je veux dire, moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur le pétrole. Vous voyez les prix à la pompe. Vous voyez les Français pour qui ça commence à gratter sur la carte bancaire. C'est pas possible de continuer dans cette situation. Les forces politiques, en général, elles ont deux solutions. Soit on vous fait un chèque, c'est l'argent des Français, c'est les impôts. Soit on vous baisse la TVA, c'est de l'argent en moins pour l'État, c'est de l'argent en moins pour les Français. Il y a quand même une troisième solution dont parle Jean-Luc Mélenchon, et je crois que c'est le seul à en parler, c'est de poser la question de qui paye. Est-ce que ça ne serait pas aux fournisseurs de payer? Total, c'est 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Peut-être que c'est à Total, au moins exceptionnellement. Hein. On peut voir politiquement le projet, mais au moins exceptionnellement, à l'heure où tout le monde se saigne à blanc, de payer, parce que 16 milliards d'euro de bénéfices redistribués aux Français, ça serait une mesure logique. On continue à acheter du pétrole aux Russes et on fait payer aux mais on est grands assez peu concernés en France par ce phénomène. Hein. Amélie, 20 ans, étudiante en droit, qui nous appelle de Brest. Bonjour Amélie. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Vous êtes prête à payer plus cher votre essence ou pas? Vous utilisez une voiture pour aller à la fac, j'imagine. Oui, voilà, bien sûr. Surtout qu'en Bretagne, on a principalement des transports en commun que dans les grandes villes. Non, moi je pars du principe que, ok, il faut punir les Russes, mais pas en punissant les Français et continuer à acheter du gaz et du pétrole russe comme l'Allemagne. Parce qu'en tant qu'étudiante, je paye déjà assez cher mon plein. Alors si ça continue d'augmenter, on n'en verra pas le bout. C'est indiscret de vous demander avec quoi vous roulez et combien vous coûte votre plein? Avec une Polo 4, j'essaye de faire mon plein tous les mois, voire j'essaye vraiment de faire tous les 2 mois parce que j'ai pas du tout de revenus. Donc voilà, mon plein, je l'ai payé fin janvier 71 €. Là, je vais payer 80-90, je pense, vu que ça montait. Et j'allais dire, vous utilisez peu votre voiture, parce que si vous faites un plein tous les mois, certains automobilistes en font beaucoup plus. Mais déjà pour le budget d'une étudiante, évidemment. Et je crois que vous chauffez au gaz en plus.
Oui, le gaz, oui. Donc, et ça aussi, ça vous coûte extrêmement cher. Ah oui, déjà que l'essence a augmenté, alors si en plus il y a toute l'énergie qui augmente, vraiment... Ça peut donner... Alors attendez, Carole Ferry, Oui, chef du si service je peux me économie d'Europe permettre, normalement votre facture de gaz n'a pas dû trop augmenter puisque la hausse a été gelée par le gouvernement, ce qui coûte en effet très cher à l'État, aux finances publiques, mais normalement vous devriez avoir un gel de votre tarif du gaz. Amélie, vous l'avez vu ce bouclier ? Oui, justement, j'avais une question par rapport à ça. Si c'est une bonne résolution pour le gaz, pourquoi ne pas faire ça sur l'essence, sur le pétrole? Et quelles seront les aides futures pour faire notre plein? C'est une excellente question. On y répond juste après la publicité. Réponse de Carole Ferry. On reste avec Othman Nasrou de l'équipe de Valérie Pécresse et David Guiraud de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. 12h27, vous nous appelez 3921. Vous avez également les réseaux sociaux. À tout de suite. Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Beaucoup de réactions sur le prix de l'essence. Si on coupe les robinets russes, ça va continuer de grimper, prix de l'essence et prix du gaz. On était il y a quelques instants avec Amélie qui nous a appelé de Brest et qui posait cette question. Il y a un bouclier pour le prix du gaz. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bouclier pour le prix de l'essence? Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Écoutez, c'est une bonne question. Oui, j'ai une petite idée de la réponse. La réponse, elle est assez simple. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un peu compliqué. C'est quand même un cas de conscience de financer les énergies fossiles, de financer l'essence, le gazole, je ne pensais pas que vous alliez nous répondre ça. Je pensais que vous alliez dire ça va nous coûter une fortune. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Non, parce que le gouvernement a quand même réfléchi aussi à potentiellement aider, parce qu'il y a une grosse différence entre un Parisien qui peut utiliser le métro, le RER, etc., et qui utilise sa voiture par pur confort, et puis effectivement des gens qui travaillent en région, qui n'ont pas de transport en commun, qui sont obligés d'aller travailler avec leur voiture, et pour ces personnes-là, c'est quand même un vrai souci. Mais effectivement, ça, c'est une usine à gaz à mettre en place, et en effet, ça coûte très cher pour les finances publiques. On en est déjà à 22 milliards d'euros d'aide pour tous les boucliers qui ont été mis en place. Donc oui, c'est possible, mais il y a aussi cette question environnementale. C'est pas très simple en ce moment de financer ces énergies-là. Othman Nasrou, David Guiraud, avant d'écouter Alain, 69 ans, retraité et consultant dans les Yvelines. On peut imaginer une colère monter chez les Français ou pas, où ils comprennent la situation, Othman Nasrou? On peut imaginer une colère parce qu'évidemment c'est un sujet de pouvoir d'achat qui est immense. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'il y a des réformes qui n'ont pas été faites et qu'aujourd'hui nous avons peu de marge de manœuvre. Cette politique du chèque qui est celle d'Emmanuel Macron, qui a déjà coûté 20 milliards d'euros pour effectivement essayer de contenir la hausse du prix de l'énergie. On voit d'abord qu'elle ne marche pas, que les prix de l'énergie continuent de s'envoler, et ensuite ça revient à demander à nos enfants de payer le carburant, le gaz, l'électricité d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'en reviens à la question du nucléaire, qui est un atout que nous avons et que nous n'avons pas là, suffisamment. On a eu quand même l'annonce de la construction de nouveaux EPR. Oui, 3 ans après avoir eu l'annonce de la fermeture de 12 réacteurs. Donc c'est une politique de gribouille et la France insoumise veut sortir totalement du nucléaire. Donc ça n'est pas responsable. Oui. Alors David Guiraud, répondez. Je sais pas, vous n'avez pas vu un truc dans l'actualité qui vous fait un peu réfléchir sur le nucléaire? Parce que moi je veux bien moi je veux bien qu'on ait une discussion j'entends les arguments sur la discussion économique, sur la discussion sur la souveraineté liée au nucléaire. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais enfin, il y a quelques jours quand même, vous avez une centrale nucléaire qui a été ciblée par des tirs, d'accord? J'aimerais quand même que tout le monde réfléchisse pas, je ne condamne personne à l'avance, mais au fait que le nucléaire n'est pas une énergie sûre et que la science ne peut pas tout prévoir, et encore moins la guerre et encore moins les conséquences de la guerre. Et qu'il y a la question des déchets nucléaires, c'est vrai. Ça, c'est encore autre chose. Il n'y a pas d'émissions de CO2. Mais donc, vous assumez les énergies fossiles. Au moins à cela. Réfléchissez à cela. Ensuite, il y a le renouvelable. Je veux juste dire une chose. À l'heure où on parle, vous avez 12 millions de Français en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont froid, c'est des gens à qui l'État coupe parfois l'électricité dans leur logement, ou réduit tellement l'électricité que vous avez assez d'énergie pour une ampoule, mais pas deux. Mais voilà. Oui, c'est ça. Vous pouvez allumer une ampoule ou deux, mais pas votre lave-vaisselle. Je suis confus. C'est une avancée. Il n'y a plus de coupure d'électricité. On laisse un filet. Voilà. Quand vous ne pouvez pas lancer à la fois votre télé et votre lave-vaisselle, pour moi, ça n'est pas une avancée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si Jean-Luc Mélenchon est élu, ce que nous proposons, c'est de faire une loi d'urgence sociale, où déjà on reprend le contrôle sur le secteur de l'énergie. On fait un pôle public de l'énergie. Tout ça n'a pas à être dans le privé, je suis désolé. Total qui fait 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021, je n'ai rien contre eux, mais je dis que si c'était public,
vu que le public n'a pas la question de se faire du profit ou de se faire des dividendes, on pourrait se dire assez facilement, on remet ces 16 milliards dans la poche des Français. Aujourd'hui, et pas dans la poche des fournisseurs. C'est au-delà des 16 milliards. Oui. Donc de toute façon, ça ne changerait rien. Je vous parle simplement du pétrole. Et ensuite, sur l'énergie, il y a une autre chose. Vous avez dit, et vous avez raison, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et parmi les premières dépenses où les gens n'ont pas le choix, ce sont justement les plus précaires dans leur logement, qui sont des passoires énergétiques, qui font qu'ils sont obligés de surchauffer. Et donc, si on relançait un plan massif de rénovation thermique des bâtiments, ou d'avoir froid, vous avez raison, je veux dire, c'est la couverture sur le canapé, quoi. Si on lançait la rénovation thermique des bâtiments comme nous le proposons, c'est-à-dire par exemple 800 000 bâtiments au moins en 5 ans, eh ben, ça ferait des dépenses en moins pour tout le monde et ça ferait même des économies pour l'État. Othman Nasrou vous répond en 15 secondes très rapidement. Et on appelle Alain. Ça, on sera tous d'accord sur ces sujets-là. Simplement, assumer de dire que sortir du nucléaire, ça veut dire matraquer le pouvoir d'achat des Français. Voilà, c'est aujourd'hui la seule solution pour atteindre et la neutralité carbone, la sortie des énergies fossiles et de maintenir un prix d'électricité qui est bas. Nous en avons pas d'autre, c'est un atout français que vous voulez sacrifier. Alors, quelque chose qui s'appelle le scénario négawatt. Alain est en direct avec nous, vous habitez les Yvelines. Alain, vous êtes retraité, vous êtes consultant. Vous réagissez dans Europe Midi. Pour vous, il faut continuer ou pas à acheter du gaz et du pétrole russe ? Non, en tout cas, il faut se préparer à arrêter parce que... Donc vous êtes prêt à passer à la caisse, j'allais dire. Sinon, Poutine peut décider lui-même de fermer les robinets si on se montre faible sur ce sujet. Or, passer à la caisse, c'est pas inéluctable. L'Arabie Saoudite, on n'en parle pas, peut très bien augmenter sa production de pétrole et vous verrez un impact immédiat sur les cours du brut. Le Qatar peut augmenter sa production de gaz et vous verrez un impact immédiat sur les prix du gaz. Donc je pense que si on veut que cette guerre s'arrête parce qu'elle est bonne, évidemment pas pour les pauvres Ukrainiens, mais elle est bonne pour personne, y compris à l'Ouest, eh bien, il faut être prêt d'un côté à des efforts, mais des efforts collectifs. Et je suis un peu étonné du silence de l'OPEP dans tout ce contexte. Le silence de l'OPEP, effectivement, on peut se poser la question. Carole Ferry, c'est vrai que l'Arabie Saoudite pourrait ouvrir les vannes. Ah, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on ouvrira les vannes, ça va faire baisser les prix. Mais d'ailleurs, au-delà de la question du prix, il y a aussi peut-être un effort. Si on baisse la température de 1 degré, par exemple, on réduit les besoins d'importation de gaz russe de 11%. Voilà, on peut. C'est la chasse au gaspillage des années 70. Il y a une question de coût, il y a aussi une question d'effort, et quelque part, ces efforts où de toute façon on est en train de se poser la question de se dire il va falloir les faire dans les années qui viennent, pourquoi pas les faire maintenant ? Il y a quand même une chose, c'est qui fait les efforts. Pour moi, c'est pas aux Français de faire des efforts, c'est à l'État français de faire des efforts. Il y a quand même une différence là-dedans. Financièrement, l'État français en a fait pas mal là, des efforts quand même. Non, parce que le blocage des prix, par exemple, de l'électricité, ils ont attendu que la hausse se fasse. Donc je suis désolé. Et en plus, cette hausse-là n'avait pas de rapport avec le conflit en Russie, puisqu'il n'y avait pas encore de guerre en Ukraine. Donc il faut pas dire aux gens que quelque part c'est à eux de se saigner, y compris sur le nucléaire. Alors oui, je sais parce que je vois Monsieur Nasrou, vous le voyez pas. Moi, j'allais pas vous parler du nucléaire. Donc sur le nucléaire, moi je vous parle des voitures des gens là. C'est ce qui nous permet d'avoir une facture moins élevée. Aujourd'hui, la question du nucléaire ne règle pas la question des prix à la pompe. Si vous voulez sanctionner la Russie, il y a aussi des mesures économiques à prendre, vous en avez parlé, vous ne les votez pas au Parlement européen. Vous avez voté contre la condamnation de l'annexion de la Crimée déjà en 2014 et vous ne votez rien aujourd'hui pour sanctionner la Russie. Je connais le plan de Mme Pécresse qui est de dire stop à la guerre, c'est bien, ça marche bien. On s'éloigne du sujet, on est dedans. La question se pose sur le gaz russe puisque évidemment on cherche des sanctions pour évidemment installer un rapport de force avec Vladimir Poutine. Mais du côté de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est peut-être pas la priorité. Alors la force, excusez-moi, la force, c'est pas juste dire qu'on est fort à être dans une posture. La force, c'est arriver au bout de ses objectifs politiques. Notre objectif politique, c'est le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes, la souveraineté des Ukrainiens. Et pour ça, la solution est diplomatique. Vous entendez, vous dites que Jean-Luc Mélenchon n'est pas clair vis-à-vis dans son opinion, dans sa vision de Vladimir Poutine. Je dis que Jean-Luc Mélenchon est pro-Poutine. Il a toujours repris les éléments de langage de Vladimir Poutine. Vos eurodéputés ne votent pas l'aide à l'Ukraine récemment. Ils se sont abstenus. Ils ont voté contre la condamnation de l'annexion de la Crimée. Il reprend tous les éléments de langage de Vladimir Poutine. C'est un des 3 candidats à cette élection présidentielle qui est entre les mains de Vladimir Poutine, qui a toujours défendu les positions de Vladimir Poutine. Excusez-moi, là ça devient presque insultant. Mais c'est la réalité. C'est quand même la réalité, c'est qu'il y a à peine 2 jours. Si vous ouvrez, juste ouvrez vos oreilles, quoi. Il y a 2 jours, Jean-Luc Mélenchon fait un meeting devant 15 000 personnes où il explique qu'il est
contre l'invasion en Ukraine, de la même manière qu'on était contre historiquement l'invasion russe à Prague, d'accord ? Nous ne sommes pas pour nous sommes pour le respect des frontières des autres, quelle que soit la situation qui nous mène là-dessus. Jean-Luc Mélenchon a déclaré, en parlant de la Russie qui amasse ses troupes à la frontière ukrainienne, qu'il ne ferait pas la même chose face à un voisin pareil. Écoutez, moi je suis désolé, je suis pour qu'il y ait un peu de respect dans le débat, parce que c'est pas nous qui avons des gens qui bossent encore pour les Russes comme Fillon, qui est le grand ami de Madame Valérie Pécresse, d'accord ? Un peu de respect, parce que si vous voulez qu'on sorte les archives des placards, on en a quelques-unes qui sont pas mal du côté de chez vous, d'accord ? 12h41, on est avec Kevin, qui habite Nantes, qui est professeur des écoles. Bonjour Kevin. Vous voyez, vous avez rien qu'à l'annonce de votre prénom, tout le monde se tait. Le calme revient dans le studio. Ceux qui sont les plus impactés, vous dites que ce sont les citoyens. On est tous touchés par ces hausses de prix. Il faudrait poser la question aux Français, c'est-à-dire... Eh ben moi, je suis assez partisan de la démocratie directe, et quand j'entends les dernières minutes de votre débat entre les personnes qui sont censées représenter l'opposition dans notre pays, je me dis que le recours direct aux citoyens français ferait pas de mal. En effet, les Français seraient les plus impactés par le renoncement au gaz russe ou au pétrole russe. Donc moi, en fait, dans une démocratie telle que je l'imagine et telle que j'aimerais que ça se déroule en France, on n'aurait pas ces débats pathétiques sur est-ce qu'il est pro-Poutine ou est-ce que c'est Fillon qui est pro-Poutine. On expliquerait aux Français quelles sont les conséquences en fait qu'impliquerait de renoncer au gaz et au pétrole russe. On aurait des débats contradictoires sur le sujet. Et à la fin, on aurait un peuple souverain qui pourrait se déterminer sur est-ce qu'on assume les conséquences de ce renoncement pour favoriser la fin de la guerre en Ukraine et pour aider les Ukrainiens, ou est-ce qu'on n'assume pas ces conséquences et est-ce qu'on continue à prendre du gaz russe ? Voilà, la démocratie telle que je l'imagine, avec des débats éclairés entre des citoyens éclairés, nécessiterait ce recours plus régulier à la démocratie directe et la fin de ces débats stériles qui vont conduire un grand nombre de nos concitoyens à l'abstention. C'est votre avis. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Mais attendez, mais déjà, on va s'arrêter, David Guiraud. Oui, non, mais juste très rapidement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est dingue dans ce pays. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée nationale. Quand on est allé au Sahel, il y a eu un pauvre vote pour la question du Mali, sur la question de l'Ukraine. À quel moment est-ce que même les représentants de la nation, avant même, parce qu'il faut en parler de la démocratie directe, mais les représentants, qui sont censés être les élus de la nation, à quel moment ils en parlent ? Et on se retrouve avec des débats où vous avez des gens dans les médias qui vous disent t'es pro-Poutine, etc. Tout ça est absurde. On a besoin de débats. Vous pouvez dire on est en démocratie. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'impression de l'être. Regardez ce que dit Kevin. J'ai pas le sentiment de vous couper la parole, David Guiraud. Mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que le fonctionnement démocratique marche ou pas ? Aujourd'hui, il est vicié. C'est des conseils de défense en permanence. Moi, je peux comprendre qu'en ce moment il y a une guerre. Donc bon, il faut qu'il y ait des espaces de décision pour le président de la République. Mais l'Assemblée nationale n'est pas assez consultée sur les questions internationales. Cette information, justement, en lien direct avec notre débat. Shell annonce son intention de se retirer du pétrole et du gaz russe. C'est pas rien. Shell annonce à l'instant, c'est tombé en urgent comme on dit à l'agence France Presse. Shell annonce son intention de se retirer du pétrole et du gaz russe. Que fait Total ? Eh ben pour l'instant, n'a pas communiqué pour le moment. Peut-être que les copains de Monsieur Nasrou seront, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont liés à ça. Je pose juste la question. Le débat dans le respect, on a dit. 12h44. Restez bien avec nous dans un instant. La suite d'Europe Midi. La campagne présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron est déjà réélu ? Je vous pose la question. Il grimpe dans les sondages et il fait à peine campagne, une petite campagne discrète. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous. Vous appelez le 3921, bien sûr. Vous allez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe Midi. Vous commencez à bien comprendre la mécanique, la nouvelle mécanique d'Europe Midi. À tout de suite.